3 garçons, 9 coups de feu. Un père qui a planifié ce crime pendant 8 mois. L'affaire Chad Dowerman est devenue l'une des tragédies familiales les plus choquantes de ces dernières années. Et la question principale reste encore ouverte. Pourquoi ? Même les criminels les plus cruels ont droit à une défense juridique. Mais à chaque fois, les actions des avocats donnent l'impression que le meurtrier a plus de privilèges que ceux qu'il a tués. Parfois, il semble que le système fonctionne à l'envers. En 2016, les époux Dowerman ont acheté un terrain avec une maison à la périphérie de Monroe, une ville tranquille de l'Ohio comptant environ 15 000 habitants. 3 acres de terrain, une maison spacieuse, le résultat de nombreuses années de travail du chef de famille. Chad Dowerman avait 32 ans. Il gagnait sa vie sur des chantiers de construction, acceptant des contrats privés. Sa femme, Laura, 34 ans, s'occupait de la maison et de l'éducation des enfants. Ils avaient 3 enfants en commun. Au moment des faits, le plus jeune, Chase, n'avait que quelques années. Le cadet, Hunter, était un peu plus grand. Et l'aîné, Clayton, encore plus âgé. Alexis, la fille de Laura d'un premier mariage, vivait également avec eux. Chad avait accueilli la jeune fille comme sa propre fille, la traitant avec chaleur. Elle gardait souvent ses jeunes frères, allait les chercher à l'école, leur préparait des goûters. Clayton était également mûr pour son âge, un garçon responsable et sérieux. On lui confiait la surveillance de Hunter et Chase lorsque leurs parents étaient occupés. Ils grandissaient tous en étant actifs, aimaient le sport et étaient très attachés les uns aux autres et à leurs parents, en particulier à leur mère. Hunter adorait le baseball, rêvant de devenir professionnel. Toute la famille le soutenait lors des matchs, assise dans les tribunes, criant son nom. Le garçon avait un maillot avec son numéro qu'il portait avec fierté. Alexis avait une amie proche, Karen, qui passait tellement de temps chez les Dowerman que les 3 plus jeunes la considéraient presque comme un membre de la famille. Elle dormait chez eux, dînait à leur table. Karen se souvenait de cette famille comme étant unie et accueillante. Elle aimait leur rendre visite. Il y avait toujours une odeur de bonne cuisine et des rires. De l'extérieur, les Dowerman semblaient être une famille modèle. Les voisins leur faisaient un signe de la main quand ils les croisaient dans la cour. Personne ne voyait les fissures. C'est précisément pour cette raison que ce qui s'est produit ensuite a choqué tout le monde si profondément. Le 15 juin 2023 fut une journée chaude. L'air était lourd, poisseux. Chad est rentré du travail plus tôt que d'habitude et s'occupait du jardin. Il s'est comporté comme à son habitude. Il a déjeuné, joué avec les enfants dans la cour, bricolait quelque chose près de la maison. Les garçons couraient autour de lui en riant. Puis, il est entré dans la maison. Selon Laura, son mari est allé directement dans la chambre. Ses mouvements étaient en quelque sorte mécaniques. Il semblait distant, comme déconnecté de la réalité. Il a pris la Bible qui se trouvait toujours sur la table de chevet, en a feuilleté les pages. Ses lèvres bougeaient, il a marmonné quelque chose dans sa barbe. La femme n'a pas entendu ses paroles. Il a ensuite proposé à sa femme et à ses fils de se reposer ensemble dans la chambre. Sa voix était plate, presque sans émotion. Il a ensuite dirigé vers le coffre-fort où se trouvaient les armes. Laura l'a vu sortir une carabine de calibre 22 et commencer à la charger. Ses mains bougeaient lentement, méthodiquement. Inquiète, elle lui a demandé de ne pas lui faire peur. Il y avait de l'incertitude dans sa voix. Elle essayait de se rassurer. Elle a pensé que des animaux sauvages étaient apparus dans la cour et que son mari voulait les effrayer. Cela était déjà arrivé. Des cerfs, des ratons laveurs. Chad a répondu qu'il plaisantait. Il a rangé la carabine et est allé avec sa famille dans la chambre. L'anxiété ne quittait pas la femme. Quelque chose n'allait pas dans son regard, une sorte de vide. Mais elle essayait de ne pas penser au pire, chassant ses pensées.
Quelque temps après, tout le monde s'est endormi. Les garçons respiraient doucement, blottis les uns contre les autres. Chad s'est levé. Ses mouvements étaient silencieux. Il ne voulait réveiller personne. Il a de nouveau ouvert le coffre-fort, a pris la carabine et est retourné dans la chambre, l'arme à la main. Laura s'est réveillée d'une sorte de sursaut intérieur. Elle a ouvert les yeux. Elle a eu peur immédiatement en voyant la silhouette armée. Elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, pas même le temps de crier. Son mari a tiré sur Hunter. Le son était assourdissant dans l'espace clos. Laura a hurlé. Sa voix n'était pas la sienne, un cri animal, déchirant. Elle a ordonné aux autres de fuir. Elle-même s'est précipitée vers son fils blessé. Son petit corps était immobile. Elle le secouait, l'appelait par son nom. Comprenant qu'il était parti, elle a attrapé son téléphone de ses mains tremblantes et a appelé les secours. Ses doigts peinaient à trouver les touches. Tout s'est passé très vite. Les secondes s'étiraient et se contractaient en même temps. Alexis était dans le salon à ce moment-là, regardant la télévision. En entendant le cri de sa mère, un cri qu'elle n'avait jamais entendu, elle a couru dans la chambre. Elle a vu sa mère par terre, elle a vu Hunter, elle a vu son beau-père recharger la carabine. Des mouvements calmes, maîtrisés, comme s'il était sur un champ de tir. Les deux autres garçons se sont précipités hors de la pièce, leurs petits pieds martelant le sol. Alexis a aidé le plus jeune, Chase, en l'attrapant sous les bras. Mais elle n'a pas eu le temps de s'occuper de l'aîné. Clayton, désorienté, a couru dans une autre direction. Son instinct lui disait de fuir n'importe où, pourvu que ce soit loin. Alexis a fait sortir le petit par la porte d'entrée, le traînant presque. Chase pleurait, trébuchait. Et Clayton s'est rué vers la porte arrière. Le garçon a couru en direction du champ, à une centaine de mètres de la maison. L'herbe était haute, dure sous ses pieds nus. Chad est sorti après lui, sans se presser. Il a visé et lui a tiré dans le dos. Clayton a eu le temps de parcourir quelques dizaines de pas quand la balle l'a atteint. Il est tombé face contre terre. Il était encore en vie. Il criait, un cri aigu, suffocant. Il essayait de ramper, s'agrippant à la terre avec ses doigts. Le père s'est approché, s'est tenu au-dessus de lui. Il lui a tiré une balle dans la tête, à bout portant. Depuis la cour avant, Alexis a tout vu avec Chase dans ses bras. Le petit n'arrêtait pas de demander d'une voix fluette pourquoi papa faisait ça, pourquoi Clayton était tombé. La jeune fille pressait son visage contre son épaule pour qu'il ne voie pas. Elle l'a serré plus fort et a couru vers la route, essayant d'appeler à l'aide. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Mais Chad les a rattrapés. Ses pas étaient lourds, mesurés. Il a pointé la carabine sur Alexis. Le canon était dirigé droit sur son visage. Il a exigé qu'elle lâche son frère. Sa voix était plate, sans émotion. La jeune fille l'a supplié d'arrêter. Les mots lui manquaient, elle ne pouvait pas parler normalement. Mais elle a été forcée d'obéir, il n'y avait pas d'autre issue. Dès que Chase fut à terre, Chad a appuyé sur la détente. L'arme a fait un clic, sec, vide. Le chargeur était vide. Le père a commencé à recharger. Ses mains bougeaient automatiquement. Retirer le chargeur, prendre des cartouches, les insérer. Le garçon, bien que très petit, n'a pas perdu son sang-froid. Il a couru vers sa mère dans la maison, ses petites jambes s'agitant. Alexis a profité de cette seconde pour courir vers la caserne des pompiers, à quelques centaines de mètres sur la route. Ses pieds nus martelaient l'asphalte. Elle ne sentait pas la douleur. Un automobiliste qui passait par là a vu la jeune fille courir. Son visage était déformé, ses cheveux en désordre. Il s'est arrêté. En courant, Alexis a crié que son père était en train d'abattre les enfants dans leur maison. Sa voix était rauque,
haletante. Elle a continué à courir sans s'arrêter. L'homme a immédiatement appelé la police, ses doigts tremblants en composant le numéro. Il a rapporté ses paroles, essayant de parler clairement. Cependant, cela ne changeait plus grand-chose. Les forces de l'ordre étaient déjà au courant. Le premier appel de Laura avait été passé quelques minutes plus tôt. Chad est retourné dans la maison avec la carabine chargée. Ses pas résonnaient dans le couloir. Laura tenait Chase dans ses bras. Elle le serrait si fort que le garçon pouvait à peine respirer. Son mari a exigé qu'elle lui donne le fils. Il a tendu la main. La mère a refusé, secouant la tête, le pressant contre elle. Une lutte commençait. Chad a essayé d'arracher le garçon par la force, le tirant par le bras, par les vêtements. Il a même mordu sa femme à l'épaule. Ses dents se sont plantées dans sa chair. Mais elle n'a pas lâché prise, s'accrochant avec le désespoir d'une condamnée. Elle le suppliait d'épargner son fils. Ses paroles étaient confuses, incohérentes. Elle a tenté de saisir le canon de la carabine, ses doigts se refermant sur le métal froid. Chad a tiré. Une détonation, un éclair. La balle a traversé sa paume, endommageant son pouce. Le sang a giclé. La douleur était si intense que tout est devenu noir un instant. Elle a relâché sa prise, incapable de le retenir. Le père a arraché le fils de ses bras, l'a soulevé et l'a jeté au sol à 1 mètre de sa mère. Le garçon est tombé, s'est mis à pleurer. Chad lui a tiré une balle dans la tête, sans détourner le regard. Puis il est sorti et s'est dirigé vers le champ où gisait Clayton. Il marchait lentement, comme s'il n'était pas pressé. Laura essayait d'aider son plus jeune fils. Ses mains glissaient à cause du sang, le sien et le sien. Elle le secouait, l'appelait, bien qu'elle comprenait déjà. Réalisant qu'elle ne pouvait rien faire seule, elle a de nouveau appelé les secours. Elle criait dans le téléphone qu'elle avait déjà appelé, que l'aide n'était toujours pas arrivée. Pourquoi si longtemps? Son mari avait abattu les 3 enfants. Elle demandait qu'on vienne immédiatement, sa voix se brisant en un hurlement. Chad a ramené Clayton. Il le portait dans ses bras, comme il le faisait autrefois quand le garçon s'endormait en voiture. Il l'a déposé sur la pelouse devant la maison. Soigneusement, presque avec tendresse. Puis il est retourné dans la maison. Il a sorti les 2 autres garçons, l'un après l'autre. Il les a allongés côte à côte, en rang. Il a ajusté leurs vêtements. Puis il s'est assis sur les marches du porche, a sorti des cigarettes de sa poche et en a allumé une. Il a pris une profonde bouffée. Il s'est mis à observer Laura crier hystériquement, tentant de réanimer les enfants. La fumée montait en un mince filet. Quelques minutes plus tard, 2 adjoints du shérif sont arrivés sur les lieux. Les sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant. Il était trop tard. Ils le comprenaient déjà en route. Comme ils avaient été prévenus que le crime avait été commis par le chef de famille, ils ont agi avec prudence, l'arme au poing. Les pistolets étaient pointés vers l'avant. Chad était assis sur le porche, fumant, le regard dans le vide. Son regard était vitreux. Il semblait ne rien remarquer du tout, ni les policiers, ni les cris de sa femme, ni ce qui se passait. Même lorsque les officiers lui ont ordonné de lever les mains et de se mettre debout, il n'a pas bougé. Il est resté assis, la cigarette entre les doigts. On ne voyait pas d'arme dans ses mains. La carabine était posée à côté de lui sur le porche. Les policiers se sont approchés prudemment, chaque pas calculé, prêts à ouvrir le feu à tout moment, les doigts sur les gâchettes. Pendant tout ce temps, Laura criait au-dessus des garçons ensanglantés. Elle était en pleine crise d'hystérie, ses cheveux collés à son visage trempé de larmes. Elle ne remarquait même pas sa propre blessure. Le sang coulait de sa main, gouttant sur l'herbe.
Compte tenu des circonstances, la police a été frappée par le calme de Chad. Ce n'était ni le choc, ni la stupeur, c'était autre chose. Quand il a finalement réagi à leur présence, il était imperturbable, voire loquace. Comme s'il rencontrait des connaissances devant un magasin, il a parlé de son chien qui était couché à l'ombre sous un arbre. Il a dit de ne pas s'inquiéter, que le chien ne mordrait personne, qu'il était gentil. Il a déclaré qu'il ne ferait de mal à personne d'autre, qu'il était sobre. Il a demandé à être emmené en prison. De toute évidence, il était conscient de ce qui se passait, il comprenait les conséquences. Le meurtrier a été arrêté sous les cris déchirants de sa femme. Les menottes se sont refermées sur ses poignets. Il n'a pas résisté. Les secours sont arrivés. Plusieurs ambulances, bien qu'une seule fût désormais nécessaire. Ils ont constaté le décès des 3 enfants. Il était impossible de les aider. Tous avaient succombé à des blessures par balles. Clayton et Chase avaient reçu des tirs à la tête à bout portant, ainsi que d'autres blessures. Hunter était mort d'une balle dans la tête. Au total, Chad a tiré 9 fois. Les ambulanciers travaillaient en silence, leurs gestes automatiques. L'un d'eux s'est éloigné vers son véhicule et est resté là, le regard perdu dans le vide. Le sang-froid, la soudaineté, la cruauté, tout cela s'est transformé en cauchemar pour tous ceux qui ont été confrontés à cette affaire. Les voisins sortaient de leur maison, se tenaient en groupe, n'osant pas s'approcher. Seuls Laura et Alexis ont survécu. La jeune fille, par miracle, n'a pas été blessée physiquement, pas une égratignure. Sa mère a été emmenée à l'hôpital. On a soigné son pouce droit transpercé par une balle. On lui a fait des points de suture. La blessure physique n'avait rien de comparable au traumatisme psychologique. La femme avait perdu ses 3 fils en quelques minutes. Quelque chose en elle s'est brisé à jamais. Chad a agi en pleine conscience. Dans sa cellule, il est resté absolument calme, sans résister. Il a fait quelques remarques étranges aux inspecteurs. Par exemple, il a dit, contrarié, qu'il n'aurait pas dû tirer sur Laura. Cela ne faisait pas partie du plan, c'était un accident. Il a aussi regretté d'avoir pointé son arme sur Alexis. C'était également superflu. Mais pas un mot sur ses 3 fils assassinés. Pour lui, c'était un acte banal, une nécessité. En revanche, il a raconté en détail que le déjeuner de ce jour-là avait été délicieux. Sa femme avait préparé du poulet frit avec des pommes de terre. Ce serait désormais son dernier bon souvenir de nourriture, a-t-il dit. Les inspecteurs se sont regardés. Lors de l'audience, tenue 1 semaine et demie après la tragédie, Chad Dorman, 32 ans, a comparu devant le tribunal. Il était assis bien droit, les mains sur les genoux. Il a déclaré avoir planifié les meurtres depuis le mois d'octobre de l'année précédente. Sa voix était monotone, sans tremblement. Selon lui, il n'avait pas dormi du tout les 4 dernières nuits. Les pensées de ce qu'il devait faire étaient trop lourdes. Il restait allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Dès le lendemain, la première audience a eu lieu pour examiner la question de la détention provisoire et de la caution. Le procureur adjoint a exposé les circonstances du crime et décrit en détail la cruauté des faits. Le silence régnait dans la salle, troublé seulement par le grincement du stylo du greffier. La demande de libération sous caution a été refusée sans discussion. Il a été décidé que le meurtrier resterait en détention jusqu'à son procès. Contrairement au jour de son arrestation où Chad était resté parfaitement calme, il écoutait maintenant avec des larmes aux yeux. Elles coulaient lentement, il ne les essuyait pas. Il a dit être triste de la douleur qu'il avait causée à sa famille, mais il n'a pas expliqué pourquoi il l'avait fait s'il était si triste. Malgré la gravité de la situation, il restait à élucider l'essentiel. Qu'est-ce qui avait poussé un père aimant, proche de ses enfants, à tuer ses 3 garçons?
Pourquoi a-t-il épargné Laura et Alexis alors qu'il aurait pu les abattre sur le champ? Il avait eu tout le temps nécessaire et suffisamment de munitions. Les survivantes elles-mêmes ne pouvaient pas répondre à ces questions. Elles ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Laura répétait qu'elle n'avait pas reconnu son mari ce jour-là. Le crime a provoqué une onde de choc immense. Les médias, le public, les experts s'y sont intéressés. Des caméras campaient devant la maison, les journalistes interviewaient les voisins. Fait notable, c'était le deuxième cas grave dans le comté impliquant la mort d'enfants. En février 2023, un écolier et ses parents avaient péri dans une tragédie familiale. L'un des adultes avait tué tout le monde, y compris lui-même. La victime fréquentait la même école que les enfants d'Ockman. Ce deuxième incident, en moins d'1 an, a semé la panique. Les parents avaient peur de laisser leurs enfants sortir. Après le massacre des 3 garçons, des psychologues de crise ont été déployés à l'école primaire. Un bureau spécial où tout le monde pouvait se rendre à tout moment. Cela a aidé ceux qui avaient perdu des amis et restaient traumatisés. 2 collectes de fonds ont été organisées pour les survivants d'Orman, une pour Alexis et une pour sa mère. L'argent provenait d'inconnus de tout le pays. Pendant ce temps, les experts ont commencé à analyser les mobiles possibles. Les psychiatres distinguent 5 catégories principales de parents qui tuent leurs enfants. La première, les altruistes. Ils pensent qu'en tuant, ils sauvent leurs enfants de souffrances futures. Ce sont souvent des personnes qui prévoient de se suicider et décident d'emporter leurs proches avec eux pour leur épargner des problèmes financiers ou la condamnation de la société. Leur logique est faussée, mais pour eux, elle est réelle. Mais Chad n'a pas réussi à se suicider, ni à ce moment-là avec l'arme à la main, ni plus tard en détention. Il a eu amplement le temps et les occasions, des draps dans la cellule, des angles. De plus, cela n'expliquait pas pourquoi sa femme et sa belle-fille étaient restées en vie. S'il voulait les épargner de la souffrance, pourquoi pas toutes? La deuxième catégorie, les parents qui considèrent leurs enfants comme un fardeau ou qui veulent tirer profit de leur mort, assurance, héritage, un calcul cynique. Mais les Doramen n'avaient pas de problème financier. Chad travaillait beaucoup, gagnait bien sa vie, était présent pour sa famille. Les factures étaient payées à temps, il n'y avait pas de dette. Aucune assurance ou testament n'avait été établi au nom des enfants. Aucun gain possible. La troisième catégorie, la maltraitance qui dégénère en meurtre, quand la brutalité devient la norme, puis dépasse les limites. Mais on n'avait jamais remarqué de comportement agressif de Chad envers ses fils. Pas de bleu, pas de plainte des enfants, pas d'appel au service de protection de l'enfance. La quatrième, la vengeance conjugale. Lorsqu'un parent tue les enfants pour faire souffrir l'autre, la forme de vengeance la plus cruelle. Mais les relations dans la famille semblaient normales, du moins en apparence, selon les proches et les voisins. Quoique, certains avaient remarqué une tension. Les forces de l'ordre continuaient d'enquêter, de recueillir des informations et ne se hâtaient donc pas de tirer des conclusions. La cinquième option, la psychose, lorsque le patient souffre de troubles graves et tue sans motif rationnel. Des voix dans la tête, une perception déformée de la réalité. Pour classer Chad dans cette catégorie, une expertise complexe était nécessaire. Cette option semblait la plus probable, mais il n'y avait pas de réponse définitive. Mais Chad ne correspondait parfaitement à aucune de ces catégories. Il empruntait des éléments à chacune, mais ne s'y intégrait pas entièrement. Cela a déclenché un vaste débat sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les gens échafaudaient des théories, se disputaient dans les commentaires. Les forces de l'ordre ont analysé le passé de l'homme. Il n'avait presque pas eu de démêlé avec la justice, une seule accusation de violence domestique. Curieusement, la plainte n'avait pas été déposée par sa compagne, mais par son propre père.
L'affaire avait été classée sans suite, car le père ne s'était jamais présenté au tribunal. Il avait changé d'avis, apparemment. À part cela, seulement quelques infractions au code de la route. Excès de vitesse, non-respect d'un feu rouge. Rien de sérieux. Les inspecteurs ont décidé d'examiner les détails de l'incident avec son père pour comprendre si Chad avait des tendances agressives. Le père s'appelait Keith Dorman. En janvier 2010, il s'était rendu à la police, affirmant que son fils s'était jeté sur lui et avait tenté de l'étrangler. Les mains sur la gorge, il pressait. Mais le 26 août de la même année, les accusations ont été abandonnées. Keith ne s'est tout simplement pas présenté au tribunal. Il n'a pas répondu aux convocations. Plus tard, il a affirmé que tout cela n'était qu'un malentendu, une querelle domestique. Les inspecteurs ont maintenant eu une longue conversation avec lui, enregistrée sur un dictaphone. Au moment de la mort de ses 3 petits-fils, Keith avait 59 ans et vivait en Floride avec sa femme. La chaleur, la mer, la retraite. Fait remarquable, malgré la tragédie, le père n'a pas hésité à prendre la défense de son fils. Outre l'incident douteux de strangulation, Keith estimait que Chad n'était pas enclin à l'agressivité. Il le défendait presque avec véhémence. Il a dit aux inspecteurs qu'il aurait aimé parler personnellement à son fils pour le comprendre, mais on ne les a pas laissés se voir après l'arrestation. Le protocole ne le permettait pas. Keith décrivait Chad comme un homme bon, un mari aimant, un père attentionné. Il donnait des exemples, comment il s'occupait des enfants, leur construisait une aire de jeu dans la cour. Il s'était vu une semaine avant les meurtres. Le père n'avait rien remarqué d'étrange. Ils avaient parlé du travail, du temps qu'il faisait. Keith pense que la cause ne pouvait être que des problèmes médicaux ou une crise soudaine. Et il attendait avec impatience les résultats de l'expertise. Il espérait une explication. Mais tout le monde ne partageait pas ce point de vue. Les paroles du père contrastaient vivement avec le témoignage d'un voisin des Dorman. Richard, qui habitait de l'autre côté de la rue, a raconté une toute autre histoire. Il voyait souvent Chad s'emporter contre sa famille. On entendait sa voix même de l'autre côté de la rue. Il hurlait si fort que les oiseaux s'envolaient. Il était convaincu que Chad avait des problèmes de gestion de la colère. Il pouvait perdre son sang-froid et crier sur ses enfants, sa femme, même sans raison apparente. Quelqu'un faisait tomber un jouet, un cri. Sa femme posait une mauvaise question, un cri. Le voisin le considérait comme colérique, dangereux. D'autres voisins ont également noté que des problèmes étaient apparus récemment dans le mariage. Beaucoup avaient vu Chad se mettre en colère et s'en prendre à ses proches presque tous les jours, de plus en plus souvent. L'atmosphère à la maison avait changé. Lui-même commentait cela à contre-cœur, évitant les conversations. Ses reproches semblaient parfois déraisonnables, inventés. Il accusait sa femme de broutille. Ensuite, les inspecteurs se sont entretenus avec les principaux témoins, Laura et Alexis. Mais seulement après que les victimes se soient plus ou moins remises. Cela a pris plusieurs jours. La jeune fille s'est souvenue que quelques mois avant les meurtres, elle avait eu une conversation avec sa mère. Tard le soir, dans la cuisine, Laura avait déclaré que Chad pourrait commencer à créer des problèmes s'il continuait à boire. La femme était désespérée, ses mains tremblaient, elle envisageait le divorce. C'était la première fois qu'elle prononçait ce mot à voix haute. Alexis a confirmé que son beau-père pouvait abuser de l'alcool, bière, whisky. Parfois, l'odeur se sentait dès le matin. Chose étrange, l'expertise toxicologique réalisée après les meurtres a révélé l'absence totale d'alcool et de drogue dans son sang. Zéro, un sang pur. Le meilleur ami de Chad, Mark, l'a également décrit comme un homme à problème, avec un caractère dur et colérique. Ils se connaissaient depuis 20 ans, depuis l'école. Dernièrement, il semblait prêt à exploser à tout moment. Un ressort comprimé. Cependant, même lui a été surpris par un acte aussi terrible. Il pensait connaître Chad.
Il se trompait. Mark a remarqué que Chad était devenu encore plus en colère après que Laura a parlé pour la première fois de séparation. Il était dans une telle fureur que son visage devenait rouge. Il a exprimé plus d'une fois son désir de se venger, surtout quand il buvait. Il disait qu'elle le regretterait, qu'elle ne pourrait pas s'en aller comme ça. Le triple meurtre aurait-il pu être une vengeance contre sa femme ? La plus cruelle des vengeances, tuer ce qu'elle aimait le plus. Pourquoi alors a-t-il tué ses propres enfants sans toucher à la fille de sa femme d'un premier mariage ? Alexis était plus âgée, plus grande, mais il l'a épargnée. Laura elle-même a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas ouvertement parlé de divorce avec lui, seulement des allusions, des sous-entendus. Elle continuait d'espérer que leur relation se rétablirait. Elle essayait de préserver la famille pour le bien des enfants. Les experts psychiatres ont suggéré que cela pourrait être lié à une perception déformée. Chad ne considérait pas Alexis comme sa propriété, car il n'était pas son père, un sang étranger. Mais il percevait ses fils précisément ainsi, comme les siens, sa propre chair. C'est pourquoi il a décidé qu'il pouvait disposer de leur vie, le droit du père, selon sa conception. Pendant que les spéculations sur les mobiles se poursuivaient, une semaine après la tragédie, le parquet a inculpé Chad de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Dans tous les cas, la peine maximale était prévue, la peine de mort, selon les lois de l'État. 3 peines de prison à vie ou une injection. De manière inattendue pour tous, Chad a plaidé non coupable. Il s'est levé dans la salle d'audience, le regard droit. Le procureur a déclaré qu'il avait l'intention de requérir la peine de mort. Sa voix était ferme, convaincue. Les premières audiences préliminaires ont eu lieu en juillet 2023. L'équipe de la défense a demandé une ordonnance de non-publication. Elle estimait que les détails de l'affaire ne devaient pas parvenir aux médias afin que les jurés ne les entendent pas à l'avance et ne se forgent pas une opinion. Une page blanche, comme il disait. Le tribunal a jugé ces arguments raisonnables et a demandé aux 2 parties de faire preuve de prudence dans leur communication avec la presse, en ne divulguant pas de détails importants. Le 5 juillet 2023, une ordonnance a été émise, interdisant complètement à l'accusation et à la défense de discuter de l'affaire avec les journalistes et des tiers. Des amendes étaient prévues en cas de violation. Il n'y avait pas de document public détaillant le triple meurtre. Tout était sous scellé. Chad a continué de plaider non coupable sur tous les chefs d'accusation. Il assistait aux audiences avec un visage de pierre. Face aux témoignages de sa femme et de sa belle-fille, ainsi qu'à ses propres aveux initiaux, cela a provoqué l'indignation du public. Mais d'un point de vue juridique, c'était explicable. Une tactique de la défense. Le début du procès était prévu pour juillet 2024. Mais avant cela, il fallait passer par plusieurs étapes. Déterminer si l'accusé était pénalement responsable et si la peine capitale était légitime. La bureaucratie s'est étirée sur des mois. L'avocat travaillait activement. En septembre 2023, il avait déjà déposé 34 requêtes, des piles de papier. Il tentait de faire exclure du dossier les photos choquantes de la scène de crime, de blanchir l'image de l'accusé, de le présenter comme une victime des circonstances. Il faisait valoir qu'en détention, Chad ne posait aucun problème, un détenu modèle, respectant le règlement. L'avocat de la défense attendait les résultats de l'expertise psychiatrique. De l'autre côté, plusieurs spécialistes travaillaient. Des tests, des entretiens, des analyses. Il s'est avéré que ce jour fatidique du 15 juin 2023, Chad s'était rendu dans une clinique d'une ville voisine sur l'insistance de sa mère, qui s'inquiétait de son état. Elle l'avait appelé, le suppliant de s'y rendre. Il lui avait décrit auparavant des sensations étranges, des voix peut-être, une pression dans la tête. Cependant, il n'a reçu aucune aide.
Il est simplement parti, sans même parler au personnel. Il est entré, est resté dans le couloir, a fait demi-tour et est sorti. Ce qui l'a arrêté reste un mystère. La peur, la honte, autre chose. En 2024, l'accusation était pratiquement convaincue que le triple meurtre avait été commis pour infliger une douleur à Laura, une douleur maximale, insupportable. L'avocat continuait de chercher à obtenir une peine plus légère. Son objectif principal, éviter la peine de mort, par tous les moyens. Il s'est alors accroché aux violations de procédures commises par les policiers lors de l'arrestation. Il a invoqué la brutalité de l'un des officiers, des menottes trop serrées dont Chad s'était plaint. Le métal s'enfonçait dans ses poignets, laissant des marques. Face à un triple meurtre d'enfants, ces arguments semblaient absurdes. Mais la défense insistait sur le fait que, si les droits de l'homme avaient été violés, des preuves pourraient être exclues, des subtilités procédurales. L'avocat affirmait que les droits de Chad avaient été violés à plusieurs reprises. L'un des inspecteurs, lors de l'interrogatoire, n'avait pas énoncé l'intégralité des droits Miranda et n'avait pas fourni de documents à signer. Il les avait lus sous une forme orale simplifiée. Il avait survolé les points. L'avocat a analysé méticuleusement les enregistrements de l'interrogatoire de 3 heures. Il a visionné la vidéo des dizaines de fois, prenant des notes. Il essayait de s'accrocher à chaque mot des inspecteurs, aux circonstances, à l'ambiance, cherchant les moindres défauts. Les pauses, les intonations, la pression. La défense défendait les droits de son client. Cela pouvait aider à retirer une partie des informations du procès et à compliquer le prononcé d'un verdict de culpabilité. Malgré le rapport des experts déclarant l'homme pénalement responsable, l'avocat était convaincu que Chad souffrait de maladies qui n'avaient jamais été diagnostiquées, cachées, non détectées. Il faisait valoir qu'il semblait désorienté sur la vidéo de l'interrogatoire, donnant parfois des réponses confuses aux inspecteurs. Son regard était fuyant, ses mains tremblaient. L'accusation expliquait cette confusion par la situation inhabituelle. Pendant la majeure partie de l'interrogatoire, Chad pensait clairement et réagissait normalement. Il répondait aux questions de manière cohérente, se souvenant des détails. Chad, lui-même, à ce stade, affirmait ne pas avoir avoué sa culpabilité et ne pas se souvenir de la majeure partie de cette journée. Les meurtres, l'arrestation, l'interrogatoire. Des trous de mémoire, des trous noirs. Il était convaincu de souffrir de maladies graves qui lui causaient des problèmes de mémoire. Amnésie, dissociation. L'avocat a souligné que Chad ne répondait attentivement qu'aux questions générales, sur le temps, le travail, le chien. Mais lorsque la conversation portait sur sa culpabilité et les événements des meurtres, ses réponses devenaient vagues, évasives. Par exemple, l'accusé a mentionné un avocat à plusieurs reprises. « J'ai besoin d'un avocat. Où est mon avocat ?» Les inspecteurs ont interprété cela comme une réticence à contacter un défenseur et un renoncement à ses droits. Des questions rhétoriques. Maintenant, l'avocat affirmait qu'il s'était trompé. Le meurtrier avait demandé l'aide à plusieurs reprises au cours de l'interrogatoire, aide qui lui avait été refusée, violant ainsi ses droits. Une demande directe, non entendue. La défense a bâti sa tactique sur l'irresponsabilité pénale de Chad Doerman pour cause de trouble mental. Toute la stratégie reposait là-dessus. Au printemps 2024, après avoir entendu les requêtes de la défense, le tribunal a rendu sa décision. La salle était comble, tout le monde attendait. Il a été reconnu que les droits du meurtrier avaient été violés à 2 reprises. La première fois, lorsque l'inspecteur a commencé l'interrogatoire sans énoncer l'intégralité de ses droits constitutionnels. La deuxième fois, lorsque l'homme n'a pas obtenu d'avocat, même en posant une question fortuite à ce sujet. Les informations obtenues au cours de cette partie de l'interrogatoire ont été jugées illégales et irrecevables au procès.
Une victoire technique pour la défense. Après cette décision, Chad a modifié sa déclaration. Il s'est levé au tribunal. Au lieu de plaider non coupable, il a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Une nouvelle ligne de défense. L'avocat a fait procéder à des examens indépendants pour détecter des maladies. Il a engagé les meilleurs spécialistes qu'il pouvait trouver. Il a continué d'insister sur le fait que l'homme était irresponsable au moment du massacre de ses enfants. Il ne se contrôlait pas. Le parquet avait déjà demandé une expertise. À l'époque, il avait été déterminé qu'il était pénalement responsable. Le père était sain d'esprit, n'avait pas tué sa femme et sa belle-fille, était conscient de ce qui se passait. Il choisissait ses cibles. De plus, il avait précédemment avoué avoir conçu la tragédie dès octobre 2022, 8 mois avant les événements. Il avait planifié, s'était préparé. Sa dernière affirmation selon laquelle il ne se souvenait pas d'avoir tué pouvait également être réfutée. Lors d'un appel téléphonique à sa mère, Chad a déclaré qu'il se souvenait parfaitement de tous les événements et de la raison de son acte, sans préciser laquelle. La conversation était enregistrée. Pour tout le monde, il était évident que l'homme était responsable de ses actes, mais la ligne de défense était tenace, ne baissant pas les bras. Le juge a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique, une autre, indépendante. L'accusation continuait de soutenir que Chad méritait la peine de mort, inflexiblement. Début mai 2024, l'avocat a déposé une requête pour annuler la peine de mort. Il a obtenu le rapport d'un expert selon lequel l'homme souffrait d'une maladie mentale grave au moment où il a pris l'arme. Un épisode aigu. De multiples signes ont été identifiés, indiquant que son trouble mental progressait depuis longtemps, mais que personne n'avait cherché d'aide auprès d'établissements spécialisés. Des années sans traitement. On a supposé qu'il souffrait de troubles bipolaires, une psychose maniaco-dépressive. Toutes ces expertises et requêtes ont conduit à un nouveau report du procès. Les mois s'écoulaient. À la place, une nouvelle audience préliminaire a été fixée en juillet pour régler tous les différends. Il fallait également déterminer si Chad avait le droit d'échapper à la peine capitale. La réponse ne semblait plus si évidente. Puis, de nouveaux problèmes bureaucratiques sont intervenus. Le juge désigné devait prendre sa retraite sans avoir achevé toutes les étapes. L'âge, la santé. Il a fallu du temps au nouveau juge pour se familiariser avec le dossier. Il a étudié l'affaire pendant des semaines. La nouvelle expertise psychiatrique pouvait saper la position de l'accusation. Désormais, la vengeance contre Laura semblait un mobile probable, même pour le parquet. Mais la question de la responsabilité pénale restait ouverte. Le brouillard au lieu de la clarté. Bien sûr, on a tenté de contester les résultats. Le spécialiste engagé par le parquet était convaincu que Chad était en parfaite santé et pénalement responsable. Un simulateur selon lui. L'expert de la défense affirmait qu'il était en état de psychose et pouvait être considéré comme irresponsable. Deux points de vue opposés. Le public suivait de près l'évolution des événements, se demandant quand le procès commencerait enfin. Les gens voulaient la justice, ils voulaient des réponses. Cependant, il ne devait jamais avoir lieu. Le 2 août 2024, Chad Dorman a plaidé coupable en échange de 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un accord. Cela a été fait dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur, qui craignait pour l'issue du procès et le fait que l'homme, en raison de la reconnaissance de son irresponsabilité, puisse échapper complètement à la prison. Des risques juridiques. Chad s'est ainsi protégé et a évité la peine capitale, la vie au lieu de la mort.
Ce fut un véritable coup dur pour tous ceux qui voulaient obtenir la peine de mort comme une mesure plus appropriée pour ce meurtrier cruel. La déception était immense. Après tout cela, les membres de la famille, ainsi que Laura et Alexis, qui ont enduré les procédures judiciaires, ont exprimé leurs sentiments dans la salle d'audience devant les caméras. Cependant, même eux n'ont pas insisté sur la peine capitale après que des propositions d'accord et de prison à vie ont été faites. Ils étaient fatigués du processus, ils voulaient clore ce chapitre. La belle-fille a déclaré qu'elle ne pourrait jamais pardonner à Chad. Sa voix tremblait. Et elle espère qu'il recevra la punition qu'il mérite. Pourtant, Alexis a dit en larmes qu'elle ne pouvait pas seulement le haïr, ce serait plus simple. Elle lui était reconnaissante pour la période où Chad n'était pas malade et offrait sincèrement tout son amour. Quand il leur construisait une balançoire, leur lisait des histoires le soir, leur apprenait à faire du vélo. Cet homme-là et ce meurtrier semblaient être deux personnes différentes.